Moi de mon côté, je vais me permettre, si tu as le temps Nico, parce que j'avais prévu quelque chose, Bien sûr, bien sûr. mais il est déjà 20h20. Ouais, j'ai vu l'heure passer, j'ai eu peur, Parce que moi j'avais envie de vous parler de quelque chose, parce que ça va faire 230 ans que la guerre de Little Turtle a pris fin. Et du coup, moi j'avais envie de revenir dessus pour donner de l'écho à une tentative pleine d'espoir des populations natives américaines de reprendre le contrôle de leurs terres injustement occupées par les Européens. Parce que oui, la guerre de Little Turtle, appelée comme ça par nos amis anglo-saxons, mais nommée guerre amérindienne du Nord-Ouest en Hexagone, est très largement méconnue aujourd'hui, alors qu'elle est pourtant essentielle pour comprendre comment la jeune république états-unienne a imposé son contrôle territorial sur les vastes terres du Midwest au prix d'un affrontement sanglant avec les peuples qui y vivaient là depuis des siècles. Donc oui, aujourd'hui on va parler un petit peu conflit avec les natifs américains du Nord. Du coup Nico, je fais ça parce que j'en profite, t'es avec moi, donc si t'as des choses à Ouais, dire, à avec grand interrompre, plaisir. tu n'hésites surtout pas. Ça Alors, marche. on va revenir, un petit peu au début. Enfin, le début, c'est pas le début de l'Amérique, bien évidemment, mais c'est le début des États-Unis d'Amérique, avec le traité de Paris en 1783, qui va accorder aux États-Unis une large portion de territoire s'étendant de la rivière Ohio jusqu'au Grand Lac. Ce territoire, que l'on appelle alors, je cite, le territoire du Nord-Ouest, ou Northwest Territory, inclut l'actuel Ohio, l'Indiana, l'Illinois, le Michigan et une partie du Wisconsin. Si le traité reconnaît la souveraineté états-unienne sur ces terres, il ignore cependant la présence des nations natives qui y vivent. Aucune de ces nations n'a été consultée ou représentée lors des négociations du traité. Leur souveraineté, leurs droits fonciers et leur mode de vie ne sont tout simplement pas pris en compte dans cette diplomatie occidentale de la fin du XVIIIe siècle. Dès lors, un paradoxe s'installe. Les États-Unis considèrent cette région comme un territoire conquis, légitimement leur, tandis que les peuples natifs qui y vivent encore, l'occupent activement, l'exploitent selon leurs coutumes et n'ont aucune intention de céder leurs terres à des gens qui débarquent en disant c'est chez nous ici. Le gouvernement américain, lui, par contre, souhaite rapidement tirer profit de ce territoire nouvellement acquis, non seulement pour y installer des colons, mais aussi pour y générer des revenus, car la jeune république est lourdement endettée à la suite de la guerre d'indépendance. La vente des terres à des compagnies privées et à des migrants représente de fait une source de financement essentielle. Dans ce contexte, les États-Unis signent une série de traités avec certaines nations natives, ou parfois même avec des individus prétendant les représenter. Parmi ces traités, on a le traité de Fort Stanwix en 1783, celui de Fort McIntosh en 1785 ou celui de Fort Finney en 1786, qui vont céder officiellement les terres aux États-Unis dans la vallée de l'Ohio. Mais ces traités sont souvent obtenus sous pression, négociés avec une minorité de chefs et largement contestés par d'autres nations. Les Shawnee, par exemple, rejettent catégoriquement ces traités, n'ayant pas participé justement aux différentes négociations. Beaucoup de peuples natifs perçoivent ces accords comme des compromis, non comme des compromis honnêtes, mais comme des manœuvres visant à les diviser, les déposséder progressivement de leur territoire. La colonisation, qui en suit en plus, est rapide. Des colons états-uniens s'installent en grand nombre dans les régions frontalières, construisent des fermes, établissent des avant-postes et réclament la protection militaire contre les nations natives qu'ils considèrent comme, je cite, hostiles. Les colons ne respectent ni les traités en vigueur, ni les usages traditionnels des peuples natifs. Les conflits éclatent de ce fait de manière sporadique, sous la forme de raids, de représailles, d'attaques isolées, sur les campements ou sur les fermes. La situation devient de plus en plus instable, d'autant que les États-Unis, au début, ne disposent pas d'une armée régulière suffisante pour protéger ces installations ou imposer leur souveraineté de façon cohérente. D'autant plus que il y a un acteur pas très loin de la frontière des États-Unis d'Amérique qui attend sa vengeance. Et oui, dans l'ombre de ce conflit latent, un autre acteur joue un rôle ambigu, la Grande-Bretagne, la perfide Albion. Bien que le traité de Paris ait formellement mis fin à la guerre et reconnu l'indépendance des États-Unis, les Britanniques conservent une présence militaire dans la région des Grands Lacs. Des forts britanniques, comme celui de Détroit, restent actifs ostensiblement pour des raisons commerciales, mais dans les faits, ils servent aussi de point d'appui pour soutenir indirectement les nations natives américaines. Les Britanniques leur fournissent des armes, des munitions et des conseils, espérant ainsi freiner l'expansion états-unienne sans entrer directement en guerre à nouveau contre les États-Unis. Ce soutien, discret mais réel, renforce la capacité des nations à résister tout en entretenant l'idée qu'elles ne sont pas seules dans ce combat. Les États-Unis, quant à eux, considèrent au contraire que la terre doit être cultivée, divisée, exploitée, améliorée, les poussant donc à se l'accaparer.
Une terre sauvage, pour les citer, est une terre vide, et une terre vide est une terre disponible. Il va de soi que des terres utilisées par des chasseurs-collecteurs ne pratiquant qu'une agriculture à petite échelle sont perçues comme étant, entre guillemets, gâchées, leur donnant ainsi aux colons l'excuse parfaite pour la récupérer. À cela s'ajoute une dynamique démographique et économique puissante. La population états-unienne croît rapidement et les migrants cherchent de nouvelles terres à cultiver. Et les États fédérés de la côte Est, comme la Virginie ou la Pennsylvanie, souhaitent étendre leur influence vers l'Ouest. Dans ce contexte, chaque obstacle natif à la progression est perçu comme une menace à l'essor de la République. Enfin, l'absence d'unité politique claire parmi les nations natives rend les négociations difficiles, comme nous l'avons vu, et souvent inefficaces. Chaque nation a ses chefs, ses structures internes, ses alliances et ses priorités. Les États-Unis en profitent pour signer donc les traités séparés avec certains groupes, fragmentant ainsi le peu de résistance qu'il y avait en face. Mais petit à petit, face à cette menace grandissante des États-Unis de plus en plus grande, la révolte se fait sentir chez les peuples autochtones. Après la guerre d'indépendance, les peuples natifs du territoire du Nord-Ouest se trouvent face à une situation très compliquée, comme nous l'avons vu. Les nations comme les Wyandot, les Shawnee, les Miami, les Lenape, les Kickapoo, les Potawatomi, les Ottawa ainsi que d'autres ressentent alors la nécessité de ne plus agir isolés, mais de s'unir pour préserver leurs terres, leurs usages et leur autonomie. Cette unité naissante aboutit à ce que l'on appelle aujourd'hui la Confédération de l'Ouest, qui devient progressivement une force militaire, diplomatique et symbolique. La genèse de la Confédération remonte à des alliances plus anciennes, y compris au temps de la colonisation française, mais elle se renforce pendant la guerre d'indépendance, quand certaines nations natives se rendent compte que leurs intérêts communs les obligent à coordonner leurs réponses face aux États retranchés. En automne 1785, un moment crucial a lieu à Fort-Détroit. Les chefs de diverses nations natives se rencontrent et déclarent qu'ils ne traiteront plus individuellement avec les États-Unis, mais collectivement par le biais de la Confédération. Cette résolution est renouvelée l'année suivante, en 1786, lors d'une réunion dans le village Wyandot d'Upper Sandusky, où la Confédération affirme que la rivière Ohio doit constituer la frontière entre les terres conquises ou revendiquées par les colons états-uniens. Sur le plan structurel, la Confédération n'est pas un État unifié selon les normes occidentales, mais plutôt une alliance souple impliquant différents chefs, villages et nations. Toutes les tribus ne participent pas nécessairement à toutes les décisions ou à tous les combats, mais plusieurs le font selon les circonstances. La Confédération regroupe des peuples assez divers, tant du point de vue linguistique que géographique, ce qui nécessite des négociations internes, des compromis et un sens aigu de la diplomatie. Parmi ses membres figurent du coup les Wyandot, les Shawnee, les Miami, les Lenape, les Kickapoo, les Kaskakia et aussi bien évidemment les Wabash. Dès sa formation, la Confédération va poser 3 revendications claires. D'abord, elle exige que la rivière Ohio, comme on l'a vu, serve de frontière entre les terres natives et les colonies états-uniennes. Ensuite, elle refuse que les États-Unis traitent séparément avec les tribus ou des individus, estimant que ces traités affaiblissent la solidarité entre les nations natives. Et enfin, elle exige que toutes les tribus affectées par une cession de terre soient consultées et que leurs intérêts soient respectés. La diplomatie et les réunions de la Confédération sont autant des actes politiques que symboliques. Elles affirment que les nations natives ne sont pas des sujets de traités séparés ou des adversaires locaux dispersés, mais bien une puissance collective capable de résister à l'expansion états-unienne. L'existence même de la Confédération incite donc les dirigeants des États-Unis à reconnaître que la conquête territoriale ne sera pas simplement obtenue par des traités ou des ventes de terres, mais qu'il faudra pour avancer faire face à une résistance militaire organisée, et qu'il sera donc plus difficile à sous-estimer. Par ailleurs, la formation de la Confédération se fait dans un contexte où le soutien britannique, comme on l'a vu, reste un facteur non négligeable. En effet, le Royaume-Uni va continuer d'exercer une présence et échanger via le commerce des fourrures des armes et des munitions. Ce soutien indirect renforce alors la confiance des chefs natifs dans leur capacité à tenir tête à l'armée américaine. Et du coup, vous vous en doutez, forcément, à un moment donné, ça va péter. Ça clash. Dès la fin des années 1780, les colons s'avancent vers l'ouest, comme nous l'avons vu, et s'installent dans les territoires revendiqués par les natifs. En 1790, le gouvernement américain, sous l'autorité du président George Washington et du secrétaire à la guerre Henry Knox, décide de passer à la vitesse supérieure pour, je cite, pacifier
la frontière nord-ouest. Alors pacifier, ça veut dire généralement arriver et buter tout le monde. Hein. C'est ainsi que le général Josiah Armour reçoit l'ordre de lancer une campagne punitive contre les villages des peuples natifs, en particulier ceux du peuple Miami, région qui sont présents le long de la rivière Maumee, d'où le nom, je pense, de Miami, afin de neutraliser leur capacité de résistance. Donc, le général Armour rassemble environ 1453 hommes, donc c'est des soldats réguliers, mais aussi beaucoup de miliciens venus de Pennsylvanie et du Kentucky, ainsi que quelques canons. La campagne Armour débute en octobre 1790, depuis Fort Washington. Le plan consiste à avancer vers le nord, le long de la rivière Miami, puis de joindre une force diversion menée par le major Amtrak depuis Vincennes, Vincennes aux États-Unis, bien sûr, pour affaiblir les défenses natives. Mais la campagne se heurte dès le départ à des difficultés majeures. La milice, peu entraînée, mal disciplinée, ne supporte pas les conditions rigoureuses des pauvres bichons. Les détachements envoyés en avant sont souvent isolés, exposés ou retardés. Amtrak en particulier ne parvient pas à rejoindre Armour, subissant des retards, et finit par retourner, gros gens comme devant, à Vincennes. Les villages natifs, quant à eux, utilisent des techniques de harcèlement et d'embuscade, et exploitent leur connaissance du terrain, attaquant les avant-postes, détruisant les récoltes, et rendant l'approvisionnement américain très difficile. À la fin de la campagne Armour, les résultats sont décevants pour les États-Unis. Bien que quelques villages soient brûlés et les provisions des natifs endommagées, Armour ne parvient pas à infliger une défaite décisive, et les pertes sont importantes. L'armée états-unienne se retire sans avoir atteint Kekyonga, un village qui est un point stratégique. Le moral et la confiance du gouvernement, mais aussi celui des colons, sont affectés. Cette expédition montre clairement la supériorité numérique, et que la supériorité numérique ne suffise pas face à une résistance organisée. Encouragé par ces revers, le gouvernement des États-Unis ne renonce toutefois pas. Il comprend que pour l'Ouest, comme pour l'avenir, il faudra une force mieux organisée, des troupes entraînées, des chaînes logistiques plus fiables et une stratégie plus prudente. De leur côté, les dirigeants natifs, notamment le chef Miami, Michikiniqua, aussi appelé par les Américains Little Turtle, de le nom de la guerre, mais également un autre chef appelé Weyapiersenwa, qui est un chef Shawnee, que les États-Unis ont aussi pareil appellent Blue Jacket, un autre chef nommé Buchan Gaelas, qui est un Lenape, et Egushawa, qui est un Ottawa, vont renforcer leur coordination. Les raids natifs se multiplient non seulement en réponse aux attaques états-uniennes, mais aussi pour prévenir les avancées des colons, protéger les ressources et maintenir la pression diplomatique militaire sur Washington. L'année suivante, en 1791, après d'autres escarmouches et restes frontaliers, les États-Unis lancent une nouvelle expédition, plus ambitieuse, sous le commandement du général Arthur Sinclair. Sinclair prépare une offensive destinée à percer le cœur de la résistance et à imposer un contrôle plus ferme sur les territoires au nord de la rivière Ohio. Mais cette campagne est marquée par des erreurs logistiques, des retards, un manque d'expérience, encore une fois, parmi les troupes, une mauvaise préparation en termes de fortification et de discipline. Le clan de Sinclair est établi relativement près de la rivière Wabash, tard dans la saison, sans protection suffisante. Le moment décisif survint dans le lever du jour du 4 novembre 1791, quand les forces de la Confédération, menées donc par Little Turtle et Blue Jacket, je suis désolé, j'ai donné leur nom américain, profitant de l'absence de guet rigoureux, lancent une attaque surprise. Les natifs encerclent le camp américain, massacrent une grande partie des miliciens, causent des pertes énormes parmi les soldats réguliers et dispersent le reste. Ce jour-là, les pertes états-uniennes dépassent 600 morts, plusieurs centaines de blessés et de nombreux capturés. Les pertes natives sont, quant à elles, beaucoup plus faibles. Cette bataille est connue aujourd'hui sous le nom de Sinclair Defeat, ou Battle of Wabash, ou Battle of a Thousand Slain, marque un tournant. Car elle démontre aux États-Unis que la résistance n'est pas seulement un problème de frontières, mais c'est clairement une force militaire capable de mettre en déroute une armée fédérale entière. En somme, les premières années de la guerre se caractérisent par la préparation et le lancement d'expéditions états-uniennes ambitieuses mais mal menées. Des succès natifs dans des embuscades ou des actions de riposte et une montée en ampleur du conflit vont devoir forcer les États-Unis à changer un petit peu leur manière de faire. Cette défaite marque un tournant important. Elle est la plus grave subie par les États-Unis dans ce conflit contre les nations natives. Elle provoque un choc politique, oblige le gouvernement à reconnaître que les expéditions punitives isolées ou mal préparées ne suffisent pas à imposer leur souveraineté.
Washington et le Congrès tirent les leçons de cette humiliante défaite pour réformer l'armée, améliorer la discipline, la logistique, la formation et la préparation. Quelques années plus tard, donc, après plusieurs escarmouches, raids et défaites pour la Confédération, la bataille peut basculer en faveur des forces états-uniennes. C'est le 20 août 1794 que se déroule la bataille décisive de Fallen Timbers, commandée par le général Mad Anthony Wayne. Wayne, fort de réformes militaires importantes, l'armée est entièrement régulière, les soldats ont été entraînés en amont, la logistique est renforcée, et les forts ont été construits en amont pour pouvoir créer des renforts si jamais il y a des problèmes. Il marche depuis Fort Washington vers le nord et va donc établir petit à petit ses fortifications de soutien sur la route. Au lieu de stratégique, près de la rivière Maumee, non loin de Fort Miami, les forces natives, sous la direction des chefs tels que Blue Jacket, encore une fois, Ogushuwa, qui est un Ottawa, et Little Turtle, occupent des positions défensives dans une zone boisée, encombrée d'arbres tombés à la suite d'une tempête antérieure. Une barrière naturelle que les natifs espèrent utiliser comme protection. La bataille dure moins d'une heure. Wayne ordonne à ses troupes de charger, notamment d'utiliser l'infanterie à baïonnette pour déloger les défenseurs derrière les arbres abattus. Bien que la position défensive soit forte, les troupes états-uniennes, très disciplinées et soutenues en nombre suffisant, finissent par casser la ligne native. L'échec du soutien britannique, car ils n'étaient pas très loin à intervenir, ou à envoyer des renforts pour la Confédération est un facteur décisif. Les natifs se dispersent et les pertes des soldats états-uniens sont relativement faibles, comparées à celles de leurs adversaires. Avant Fallen Timbers, une bataille moins connue mais significative est celle de Fort Recovery. En juin-juillet 1794, Fort Recovery est construit sur le site même de la défaite de Sinclair pour servir de point de fortification américain avancé. Les forces de la Confédération mènent une attaque contre ce fort, espérant reprendre l'initiative. Bien que les natifs infligent des pertes, les États-Unis tiennent le fort. Le maintien de Fort Recovery montre que les États-Unis ont non seulement reconstruit sous pression, mais sont capables de défendre des positions clés. Un autre engagement notable est le raid de Kenapakomaka en août 1791. Une attaque états-unienne sur un raid Miami dirigé par le lieutenant-colonel James Wilkerson vise à distraire ou affaiblir les forces natives, tandis que d'autres armées se préparent. Bien que ce ne soit pas une bataille majeure à l'échelle de Sinclair ou Fallen Timbers, ce genre d'opération fait partie du tissu de guerre. Harcèlement, interruption de ravitaillement, percée de petits groupes qui s'accumulent et pèsent sur les capacités des natifs. Expliquant, du coup, pourquoi est-ce que Fallen Timbers est un échec du côté de la Confédération. Après Fallen Timbers, la Confédération subit un affaiblissement sévère. L'absence du soutien britannique complet, l'épuisement des ressources et les pertes morales, les destructions de villages, des récoltes ainsi que la mobilité réduite rendent toute résistance prolongée difficile. Les États-Unis profitent de cette faiblesse pour établir leur contrôle sur le territoire et construire donc encore plus de forces supplémentaires et envoyer encore plus de colons. Pendant ce temps, la diplomatie avance aussi. En 1795, des représentants des nations natives reconnaissent qu'ils ne peuvent plus maintenir la guerre. Le gouvernement américain propose des termes de paix. Ces dernières années de guerre sont marquées par une alternance de batailles, de sièges, de destruction de villages, mais aussi de négociations, de traités locaux et de déplacements forcés. Ainsi, dans ces dernières années, la guerre bascule d'un conflit asymétrique où la Confédération native gagnée par des embuscades, des raids et une connaissance du terrain à l'initiative, on passe à une guerre de mouvement très structurée où l'armée états-unienne, sous le commandement de Wayne, impose peu à peu ses propres conditions. Le conflit se termine officiellement le 3 août 1795 par la signature du traité de Greenville à Fort Greenville, dans l'Ohio. Ce traité met un terme aux hostilités entre la jeune nation des États-Unis, représentée donc par Anthony Wayne, et une confédération de nations natives affaiblies. Ce traité fixe une ligne de frontière, dite la Greenville Treaty Line, qui délimite les terres cédées aux États-Unis et celles conservées par les nations natives, bien que cette frontière sera bien évidemment ensuite violée et contestée. Par ces termes, les nations natives cèdent une partie très importante du territoire de l'actuel Ohio, ainsi que des portions de ce qui deviendra l'Indiana, l'Illinois et le Michigan. Les États-Unis obtiennent de plus en plus de droits commerciaux, en plus des droits commerciaux, le droit de maintenir des postes de traite, des forts, des portages, donc zones de transport de matériel. En échange, par contre, les natifs reçoivent des biens, des produits manufacturés, des fournitures, etc. et des paiements, une sorte d'indemnité au fait qu'on leur prenne leurs terres. Voilà. Du côté des peuples natifs, les conséquences sont sévères. Beaucoup perdent des terres traditionnelles, leurs routes de chasse, pêche ou cueillette,
et une partie de leur autonomie. Même ceux qui signent le traité ou acceptent certains termes, comme Little Turtle, sont critiqués par d'autres chefs, notamment un certain Tecumseh, pour avoir cédé des terres que l'on ne possédait pas ou pour avoir accepté des termes jugés injustes. Cette division affaiblit la résistance ultérieure. Si vous demandez qui est Tecumseh, sachez que j'ai fait une chronique sur cet individu que vous pouvez également aller écouter. L'épisode sera bientôt monté, en tout cas on espère, ça fait 1 an qu'il a été tourné. Un autre effet durable tient à l'expansion états-unienne accélérée dans les terres cédées. Le traité de Greenville ouvre bien évidemment ces territoires à l'installation de colons, ce qui entraîne donc une augmentation rapide des fermes, des villes, des forts, des routes, etc. La guerre amérindienne du Nord-Ouest, souvent reléguée à une simple note de bas de page dans les manuels d'histoire, mérite en réalité une place bien plus centrale dans la compréhension de la naissance des États-Unis et de la violence inhérente à l'expansion de cette jeune république. Loin d'être un simple conflit local, elle fut un moment décisif où 2 visions du monde, 2 conceptions du territoire, 2 réalités politiques s'affrontent de manière brutale et durable. Pour les nations natives de la région des Grands Lacs et de la vallée de l'Ohio, cette guerre fut une tentative courageuse de défendre leur autonomie, leurs terres et leur mode de vie. La Confédération de l'Ouest incarne une rare tentative d'unité intertribale aussi grande face à la pression coloniale et un effort de résistance collective, politique et militaire qui, pendant plusieurs années, a infligé de sérieux revers à l'armée états-unienne. Les victoires natifs à l'époque de Little Turtle et de Blue Jacket, notamment lors de la bataille de 1791, démontrent leur efficacité stratégique et leur capacité à résister malgré des moyens souvent inférieurs. Cette guerre marque aussi le début de la fin d'un monde. La victoire états-unienne à Fallen Timbers, suivie du traité de Greenville, ouvre la voie de la domination des États-Unis sur l'ensemble du Midwest. Les terres natives sont peu à peu grignotées, les traités se succèdent et l'équilibre géopolitique se brise en faveur de l'État fédéral. Certains chefs natifs ont choisi la voie de la diplomatie ou de la coopération, comme Little Turtle sur la fin de sa carrière, d'autres comme Tecumseh en tireront la leçon que seule une résistance unie à plus grande échelle pourrait encore préserver l'avenir des nations indigènes. Cette guerre est donc le prélude à d'autres conflits et à d'autres désillusions, mais aussi à une mémoire persistante de résistance et de dignité. Enfin, sur le plan institutionnel, ce conflit contribue à façonner la structure militaire et territoriale des États-Unis. Il a poussé le gouvernement à construire une armée permanente et à définir une politique de gestion des nations natives, ainsi qu'à renforcer l'autorité fédérale sur les nouveaux territoires. Il s'agit donc d'un moment fondateur où la violence, la diplomatie, la résistance et la conquête sont mêlées pour donner naissance à une nouvelle réalité géopolitique. En regardant aujourd'hui cette guerre avec le recul de l'histoire, il ne s'agit pas seulement de retenir les dates ou les batailles, mais de comprendre qu'elles symbolisent une fracture brutale et durable. Entre expansion et dépossession, entre mémoire oubliée et reconnaissance tardive, entre mythe fondateur américain et réalité vécue par les premiers humains qui peuplaient jadis Abya-Yala, ce que les Européens appellent aujourd'hui l'Amérique. Et voilà, pardon pour les couacs. Non, t'inquiète. C'était chouette. Mais c'est super intéressant. Ouais, je voulais en parler parce que c'est un gros... c'est un peu le baroud d'honneur, quoi, un peu d'une certaine manière, je le vois un peu comme ça. Parce que après les autres conflits qui vont suivre, à part quelques-uns d'entre eux, ça reviendra surtout de l'escarmouche et du massacre, quoi. Alors que là, il y a vraiment cette notion de genre, ok, on a pigé que vous étiez des connards, et on va essayer de s'allier pour lutter contre ça. Et c'est vrai qu'une fois que... Ouais, c'est ça. Et ça fonctionne en plus, ça fonctionne. Et c'est vrai qu'une fois que la Confédération du Nord-Ouest tombe, en fait, c'est le reste qui tombe en moins d'un siècle, parce que là, on est en 1795, et en 1895, il n'y a plus personne, quoi. Donc, c'est la dernière pas résistance, mais dernière armée, on va dire, réellement native américaine, quoi. Ouais, c'est fou, c'est super intéressant. Donc je trouvais que c'était, vu que c'est les 230 ans de la fin de cette guerre, je trouvais intéressant d'en parler. Alors si vous voulez savoir aussi, Little Turtle, donc son nom natif, attends, je le retrouve, le brain un petit peu, Little Turtle, voilà. Donc du coup Little Turtle, qui est de son vrai nom Michiquiniquot, quant à lui va signer, du coup c'est lui qui va signer l'accord avec Anthony Wayne, le traité de Greenville, et on a son portrait du coup qui a été fait par le peintre Gilbert Stuart, qui est un peintre américain.
portrait qui a été fait en 1797. Et Michiquiniqua va mourir le 14 juillet 1812 dans son village natal qui aura été rebaptisé par les Américains Fort Wayne. Voilà. Donc il meurt en ayant perdu beaucoup de choses. Toutefois, je viens de le voir à l'instant, apparemment sa tombe aurait été retrouvée en 1912 lors de travaux de construction. Voilà, c'est ce qui est dit dans le Indiana Quarterly Magazine of History qui date de 1912. Donc après, ça vaut ce que ça vaut. N'hésitez pas à aller faire vos propres recherches là-dessus également. Voilà. Moi, tu vois, là, Oui. je regarde un peu dans les ressources que j'ai sous la main. Ouais. Tu sais, je m'étais basé sur un livre que du coup j'ai pas lu en entier, c'était pour l'épisode sur la guerre de sécession qui s'appelle Ouais. Indigenous People's History of the United States. J'arrive plus à parler. C'est parce qu'il est bientôt 21h que nous n'avons plus de voix. On a fait trop d'accent. De Roxane Dunbar Ortiz. Et en gros, c'est vraiment l'histoire des États-Unis, mais du point de vue Ouais. autochtone. Et c'est vachement intéressant. Et ça parle de. Enfin, il y a des chapitres sur ça, mais je l'ai pas lu jusque-là, parce que j'ai eu un chapitre. Faut que tu me le passes celui-là, tu l'as en entier? Ouais, je l'ai en entier, ouais. Ah, je serais curieux de l'avoir si tu peux me carrément, passer. ouais. Parce que je suppose que tu l'as en PDF, j'imagine. Ouais, voilà, on ne dira pas comment. Bah, parce que tu connais l'autrice qui du coup t'a passé le PDF, bien évidemment. On va télécharger, et comme ça je passe direct. Mais oui, ouais, et il est super intéressant. Après, moi, c'est vrai que du coup, c'est des périodes que Ouais. je connais pas trop en vrai. Donc c'est toujours intéressant à voir. Et tiens, je te passe. Voilà, sur Signal. Ah, merci beaucoup. Mais en tout cas, oui, j'ai tapé dans la recherche Little Turtle. Et du coup, tu l'as trouvé. Ouais, c'est clair. Ouais, mais du coup, je trouve que c'est une période qui est intéressante parce que c'est aussi, comme c'est aussi le début des États-Unis, on a l'impression vraiment, c'est la poursuite de ce que voulait faire l'Empire britannique, quoi. C'est que t'as vraiment dès qu'ils ont leur indépendance, hop, on continue le taf qui était fait avant, mais à un autre compte, quoi, aussi. Oui, ça, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est juste changer de gouvernance, quoi. Ouais. Ok. Et bah, merci beaucoup de m'avoir écouté, Nico, c'était très chouette. Merci à toi. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.